L'Écosse, une terre sauvage aux paysages verdoyants, baignée d'innombrables lacs et rivières. Les animaux sauvages y sont si nombreux qu'il est fréquent de croiser des cerfs, des vols d'oiseaux majestueux et même des phoques. Mais l'Écosse, dès le néolithique, c'est une contrée chargée d'une histoire riche et étonnante, dont les ramifications semblent s'étendre jusqu'en Égypte. Juin 2019. Nous nous rendons en famille en Écosse pour 15 jours de vacances, de découverte, d'exploration et d'un brin de recherche. La première impression qui se dégage de l'Écosse, c'est que nous entrons dans un univers où la nature est préservée, où les animaux, les paysages verdoyants, les collines et les lacs offrent les conditions favorables à une vie harmonieuse. C'est un monde enchanté. Oui, quelque chose comme cela. Mais l'Écosse, c'est aussi un pays avec des monuments qui racontent une histoire fascinante, et les mégalithes sont au cœur des mystères que nous allons tenter de soulever. Et notamment sur les îles des Orcades, au nord de l'Écosse, où se trouve un site exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve des cercles de pierre que l'on appelle aussi cromlechs. Des tumulus dolmens, des menhirs isolés, mais aussi des villages datant de l'époque néolithique et appartenant de toute évidence aux peuples qui érigèrent ces monuments mégalithiques. Le village néolithique de Skarabrae constitue un exceptionnel témoignage de la vie de l'époque. Mais vous allez le comprendre, il y a un véritable mystère entre l'apparence rudimentaire de ces maisons de pierre sèche, les pierres dressées, et l'étendue des connaissances qui les accompagnent. Les peuples qui vivaient là semblent avoir occupé les lieux entre moins 3500 et moins 2500. C'est dans cette période qu'ils érigèrent des monuments mégalithiques. Avec notamment le grand cercle de pierre que l'on appelle aussi l'anneau de Brodgar. Ce cromlech installé sur un bras de terre, séparant les eaux douces et l'eau de mer, a quelque chose de fascinant. Mais avant d'étudier ce monument curieux, voyons ce qui au premier abord rapproche la symbolique égyptienne avec celle des habitants des Orcades. Sur l'île des Orcades se trouve une pierre dressée à proximité du tumulus du Maei Howe, un tumulus dolmen extraordinaire dans sa finition. Depuis cette pierre, que l'on appelle Barnhouse, Nous pouvons faire des observations curieuses, puisque lors du solstice d'hiver, le soleil se couche 2 fois. Une première fois sur le plus haut sommet des Orcades, le Warda Hill, et une seconde fois entre ces 2 collines. D'après Victor Reis, un archéo-astronome, ce phénomène peut se voir également depuis le cercle de Brodgar et le tumulus du Maei Howe.
Cette observation n'est pas sans rappeler le hiéroglyphe qui veut dire horizon en égyptien, et qui représente justement le soleil couchant entre deux collines. La curiosité peut aller encore plus loin, puisque le site des grandes pyramides est appelé dans les textes égyptiens l'horizon de Khufu. Et depuis le Sphinx, on peut y voir, lors du solstice d'été, le soleil se coucher entre les deux grandes pyramides de Khéops et de Képhren. Ces phénomènes solaires sont connus des archéologues et archéo-astronomes. Mais peu d'entre eux osent faire le rapprochement symbolique et envisager une origine commune entre ces deux cultures. Pourtant, vous allez le voir, il est possible de démontrer que ces deux cultures ont des racines communes et des connaissances bien plus grandes que ce que nous leur prêtons. Quels sont ces autres indices pouvant permettre de montrer que des connexions culturelles et savantes sont possibles entre ces deux cultures, pourtant éloignées de milliers de kilomètres, il y a de cela plus de 5000 ans? La réponse nous est donnée par l'architecture. L'architecture égyptienne n'a a priori aucun rapport avec l'architecture mégalithique dans les îles des Orcades. Les pyramides sont des constructions uniques qui, en apparence, ne ressemblent pas du tout à des menhirs, si ce n'est qu'il s'agit de grosses pierres. Toutefois, il y a une chose que nous savons, c'est que les anciens Égyptiens utilisaient principalement une unité de mesure que nous appelons la coudée royale. Elle mesure 52,36 cm. Le soleil se lève à peine, nous sommes sur l'anneau de Brodgar, seuls les oiseaux nous accompagnent. Et nous allons en profiter pour mesurer le diamètre exact de ce cercle de pierre. L'opération est assez simple avec un télémètre. Il faut mesurer les distances entre au moins 3 points du cercle, et cela permet de connaître son diamètre. Je vais répéter l'opération sur 5 triangles, afin d'obtenir plus de précision. Et le résultat est surprenant. Le diamètre du cercle est de 104 mètres et 74 cm, avec une marge d'erreur de plus ou moins 5 cm qui correspond aux incertitudes de mesure. Cela veut tout simplement dire que le diamètre du cercle est de 200 coudées royales égyptiennes. Il y a un autre cercle de pierre très connu sur les Orcades. Il s'agit des Stones of Stennis. Ce cercle est plus petit, et il est plus facile à mesurer aussi. Howard Crowhurst, dans une conférence, a déduit en étudiant la géométrie des sites mégalithiques des Orcades que le diamètre devait être de 31,83 mètres. Étant sur place, je vais donc en profiter pour vérifier cela. Et le résultat de l'opération est 31,82 mètres, plus ou moins 3 cm. Cela n'est pas un nombre particulier si l'on raisonne en coudée royale. Mais qu'en est-il du périmètre de ce cercle? En multipliant le diamètre de 31,82 mètres par le nombre pi, voici ce que je trouve. 100 mètres. C'est tout de même assez étonnant. Existe-t-il un autre cercle de pierre dont la circonférence est de 100 mètres? Oh oui, le plus célèbre de tous, Stonehenge,
a été mesuré par Flinders Petrie, et ce dernier indique que le périmètre de Stonehenge est aussi de 100 mètres. Mais l'unité métrique n'est pas censée avoir existé à cette époque-là. Cette mesure est censée avoir été inventée en 1798 à l'issue de la Révolution française. J'ouvre une parenthèse, car une question vient aussitôt à l'esprit. Y a-t-il une quelconque relation géométrique ou métrique entre Stonehenge et les Stones of Stennes? Avec Google Earth, nous pouvons mesurer une distance de 874,45 km avec un azimut de 6,35 degrés. Ce qui, à 1/100 de degré près, est l'angle d'un système modulaire de 9 carrés, placé du nord au sud, et dont on tire la diagonale. Pour être tout à fait exact, le point qui donnerait un angle de 6,34 degrés sur Google Earth se trouve 100 mètres à l'ouest du centre de Stonehenge. Il suffit de dérouler la circonférence du cercle à l'ouest pour trouver l'angle exact. À ce niveau-là, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'une stratégie d'adaptation des bâtisseurs ou d'une approximation de leur part. Mais ce qui est certain, c'est que cet angle est important. Passons au tableau si vous le voulez bien, pour bien comprendre de quoi il en retourne. Entre les Stones of Stennes et Stonehenge, la distance est de 874,45 km. L'angle d'azimut est 6,34 degrés, plus ou moins 1/100. Soit l'angle de diagonale d'une grille composée de 9 carrés, dont les côtés sont parfaitement calés sur les axes cardinaux. Chaque côté du carré mesure 96,567 km. Je vous passe les détails du calcul. Ce chiffre ne vous dit rien, mais les Anglais, depuis des temps immémoriaux, utilisent une mesure longue distance qui s'appelle le mile anglais et qui mesure 1609 mètres 344. Eh bien, chacun de ces carrés mesure exactement 60,00 miles anglais. Au vu de la précision, il est peu probable qu'il s'agisse d'une coïncidence. Aucune de ces unités de mesure n'était censée être connue à l'époque, ni le mètre, ni la coudée royale, ni le mile anglais. Les mesures anglaises, toujours employées, pourraient être aussi anciennes que les premiers mégalithes, il y a plus de 6000 ans. Le miles vaut 1760 yards anglais. Or on sait que les dernières personnes à avoir conservé précieusement l'étalon de cette unité de mesure depuis plusieurs siècles était la Corporation des tailleurs de pierre de Londres. Et il l'avait conservé sur une barre en bronze, dans laquelle étaient fichées 2 pastilles d'or avec une incision qui indiquait les limites du yard anglais, 91,44 cm. Le mile anglais, le mètre, qui n'est pas censé exister à cette époque-là, ainsi que la coudée royale égyptienne sur les 2 cercles de pierre des Orcades, en voilà d'étranges curiosités. Car vous ne le savez peut-être pas encore, mais l'unité de mesure métrique a aussi été employée par les Égyptiens de manière plus ou moins secrète. En effet, en Égypte, le mètre est utilisé par les bâtisseurs de manière subtile, puisque ce dernier permet d'exprimer des nombres assez simples, comme le nombre pi ou le nombre d'or, dans les proportions et les dimensions des monuments. Cette relation entre la coudée royale, le nombre pi et le mètre fut découverte en 1952
par le docteur Funkellet. La découverte du docteur Funkellet se résume ainsi. Un cercle de diamètre 1 mètre aura un périmètre de 6 coudées royales. La division d'un cercle en 6 parties, sans modifier l'ouverture du compas, étant la plus simple, on divise le cercle en 6 parties égales. Chaque arc de cercle mesure alors une coudée royale, 0,5236 mètres. Mais ce n'est pas tout, car un double carré de 1 mètre par 2 mètres permet de tracer un triangle mesurant 10 coudées royales. Le périmètre de ce triangle est exactement 10 coudées royales. Or, le double carré est une figure importante qu'employaient les Égyptiens. Par exemple, la chambre haute de la pyramide de Khéops est un double carré dont le périmètre mesure 60 coudées royales, ce qui en mètres donne 31,416 mètres, c'est-à-dire 10 fois le nombre pi. Le mètre en Égypte est la plupart du temps inscrit dans des nombres irrationnels et se développe dans la géométrie. Ces exemples sont abondants et cette géométrie ne laisse que peu de place au doute. Il n'existe aucune autre longueur de coudée royale capable d'offrir des relations mathématiques et métrologiques avec le mètre moderne. C'est ce qui rend la coïncidence impossible et extrêmement dérangeante. Avant de revenir en Écosse, voici un dernier exemple illustrant mon propos. À partir des dimensions de la pyramide de Képhren, relevée par Petrie, 143,8 m par 215,7, et non 143,5 et 215,3, comme on peut le lire souvent. Car Petrie avait indiqué que la base de la pyramide sur le rocher est partiellement masquée par le pavement au sol. Ce qui induit en erreur bien des observateurs. Voici donc cette étonnante curiosité. Les dimensions de cette pyramide présentent des relations fractionnaires simples avec le nombre d'or en mètres. Ici, l'usage du nombre d'or exprimé en mètres est dissimulé par des fractions simples. Des fractions simples, 4 tiers, 8 neuvièmes, 11 dixièmes. Mais il y a plus étonnant encore, car se trouve un pont ici avec la musique. Le rapport entre la base de la pyramide de Képhren et le nombre d'or s'exprime avec le rapport 4 tiers. On divise la base par 4 et on la multiplie par 3. Ce rapport de 4 tiers est fondamental, à la fois en géométrie, mais aussi en musique, puisqu'il s'agit du rapport entre la fréquence d'un Do et d'un Fa. On appelle cet accord la quarte. Concernant la hauteur, elle présente un rapport de 8 neuvièmes avec le nombre d'or. On divise la hauteur par 8, on la multiplie par 9 et on obtient de nouveau 100 fois le nombre d'or en mètres. C'est bien en mètres que ces curiosités se manifestent. Le rapport 8 neuvième est aussi essentiel en musique, puisqu'il permet de passer d'une note à la suivante, par exemple entre un Do et un Ré. Enfin, tant que nous faisons le parallèle avec la musique, le rapport entre la base et la hauteur de la pyramide est de 3/2, qui est le rapport de quinte entre le Do et le Sol. Ce rapport est la base de toute la gamme musicale. Pour illustrer encore l'importance des nombres, de la musique et de son lien avec le maître sur cette pyramide,
Prenons l'exemple du La de référence d'un diapason à 432 Hz. Le nombre 432 est en relation avec les dimensions de la pyramide lorsqu'on la mesure en mètres. 432 divisé par la hauteur nous donne un nombre entier presque exact, 3,003. 432 divisé par la largeur de la base nous donne le nombre 2. La combinaison de ces relations avec des nombres entiers, des fractions simples, en lien avec la musique et le mètre, sur cette pyramide, sont d'une curiosité troublante, n'est-ce pas? Si j'ai introduit les notions élémentaires de musique, c'est parce que la science qui se manifeste en Égypte et dans le monde mégalithique s'appelle le quadrivium. C'est une science ancienne qui tente de comprendre l'univers à travers le prisme des nombres, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. Cette science était encore employée au Moyen Âge, notamment par les bâtisseurs des églises et cathédrales. La plus ancienne trace écrite nous est parvenue d'un élève de Pythagore, qui brava l'interdit en nous laissant des écrits de cette science. Ce qui était interdit. Dans l'enseignement de Pythagore, l'apprentissage se faisait oralement et s'exprimait visiblement dans l'architecture. Et Pythagore est allé étudier en Égypte auprès des grands prêtres égyptiens pendant 22 ans. Les historiens, tels que Cheikh Anta Diop, racontent que Pythagore a d'abord passé les premières années à casser, rabasser, puis tailler des pierres. C'est alors que les prêtres égyptiens, convaincus de sa patience et de ses valeurs, se décidèrent à lui enseigner leur science. Nous reviendrons un peu plus loin sur l'importance des unités de mesure dans le monde ancien. Mais en attendant, continuons d'explorer ces sites mégalithiques et tentons d'en comprendre un peu plus. Lors du solstice d'hiver, entre le tumulus du Maehau et le menhir de Banhaus, un axe se dessine jusqu'au Ward Hill, le point culminant de l'île. Les derniers rayons viennent éclairer le fond de la chambre du tumulus du Maehau. L'angle est de 41,5 degrés par rapport à l'ouest. Mais qu'en est-il lors du solstice d'été? Le relief environnant étant différent au nord-ouest, on constate qu'il y a 5500 ans, lorsque le village du Nessos-Brodgar prit son essor, lors du solstice d'été, l'angle du coucher solaire était de 38,2 degrés au nord-ouest. Cet angle est assez curieux, car il est celui de la pente de la grande pyramide de Khéops, c'est-à-dire un rapport de 11 unités par 14 unités. Cette orientation permet, avec les axes cardinaux, de tracer le profil exact de la grande pyramide de Khéops. Là encore, cet indice suggère qu'il y a une relation culturelle entre les bâtisseurs des pyramides et les bâtisseurs mégalithiques des Orcades. Rien n'a été pensé au hasard dans l'implantation des monuments des Orcades. Je vous propose de découvrir comment cela peut être démontré. Voici une carte où j'ai indiqué avec Google Earth les monuments majeurs et incontestables du site. Tout d'abord, le tumulus dolmen du Maehau, le cercle de Brodgar et celui de Stennes. Ensuite, les deux menhirs les plus proches du Maehau. Il s'agit des menhirs de Barnhouse et de Watchstone.
Enfin, deux autres monuments sont souvent oubliés. Il s'agit du tumulus Dunstan et du cromlech de Boukham. Le décor est planté. Voici ce qui me saute aux yeux. Tout d'abord, si l'on trace l'axe est-ouest, depuis le tumulus du Maelstrom, le cromlech de Boukham et de Brodgar permettent de diviser l'angle en deux, comme ceci. On peut faire exactement la même observation entre le cromlech des Stone of Tennessee et le menhir de Watchstone. Mais ce n'est pas tout. Entre le tumulus Dunstan et le cromlech de Boukham se dessine exactement l'axe nord-sud. Quant aux deux cromlechs de Boukham et de Brodgar, ils sont délimités par un carré, comme ceci. Il est difficile de dire que tous ces monuments ont été implantés au hasard, sans aucune pensée organisatrice. Analysons plus en détail les relations géométriques qui relient les différents sites mégalithiques des Orcades. Par exemple, entre le tumulus du Maelstrom et le cromlech des Stone of Tennessee, nous avons un angle de 14,04 degrés, permettant d'appliquer un quadruple carré entre ces deux sites majeurs. Cet axe est aussi celui des chaussées processionnaires des pyramides de Khéops et de Képhren. Ces faits furent découverts il y a quelques années déjà par Howard Crowhurst. Entre le cercle des Stone of Tennessee et l'anneau de Brodgar, c'est un angle de 33,69°, c'est-à-dire une grille modulaire de 2 par 3 carrés. Et chose intéressante, les carrés mesurent 500 yards mégalithiques. Cette découverte est fondamentale, car le yard mégalithique est une unité de mesure découverte par le professeur Alexander Thom dans les années 50-70. Mais c'est essentiellement sur les diamètres et les circonférences des cercles de pierre que le professeur avait découvert que ces bâtisseurs utilisaient cette unité de mesure qui vaut 82,94 cm. Ce dernier n'avait pas envisagé que le yard mégalithique fût employé sur des distances aussi longues et dans une géométrie modulaire permettant de relier les sites entre eux. Ici, le fait de retrouver 1000 yards mégalithiques sur le côté 2 et 1500 sur le côté 3 permet de démontrer une fois de plus la solidité de la découverte du professeur Thom. Cet axe de 33,69° entre les deux cromlechs de Stone of Tennessee et l'anneau de Brodgar semble diviser le temps en deux parties égales entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. On peut voir le soleil se lever entre le 1er et le 3 février dans cet axe. Ce qui permet de diviser l'hiver en deux. Il s'agit d'une façon de relier l'espace et le temps avec la géométrie, les mesures et les nombres. Cette science est baptisée par Howard Crowhurst l'astrogéométrie. Il s'agit de l'art d'orienter et d'aligner les monuments en respectant des principes géométriques, numériques, astronomiques et métrologiques. Cette science bouleverse complètement la vision que nous avons de nos ancêtres. Pour illustrer l'importance de l'astronomie, nous avons un autre exemple curieux sur les îles des Orcades. Nous avons visité un dolmen qui fut redécouvert en 1935. Le couloir de ce dernier est très étroit. Il n'est possible d'y entrer qu'en rampant. Et lorsqu'il fut découvert, aucune sépulture ne fut trouvée à l'intérieur. En revanche, son couloir étroit est parfaitement orienté à l'ouest
pour recevoir les derniers rayons du soleil lors de l'équinoxe 2 fois par an. Ce couloir regarde le soleil couchant de l'équinoxe. Tout indique que ce monument est orienté et conçu pour laisser entrer la lumière du soleil à des moments précis de l'année, exactement comme le tumulus du Mae-ho. Ces observations rendent peu crédible l'idée que les dolmens sont des lieux de sépulture. Il s'agit bien plus d'espaces sacrés permettant de relier la terre et le ciel. Ces monuments sont un peu comme les ancêtres des temples et des églises, qui partout sont construits en tenant compte de considérations astronomiques. Mais pourquoi ces anciennes civilisations ont-elles employé, en plus de l'astronomie, des systèmes géométriques ? Nous pouvons ébaucher une partie de la réponse. Prenons l'exemple de la pente de la pyramide qui suit un rapport de 11/14, et qui est aussi l'axe du solstice d'été aux Orcades. Cette forme géométrique a-t-elle un rapport avec des paramètres astronomiques? La réponse est oui. Le rapport 11/14 permet de connaître avec des figures géométriques simples le rapport de proportion entre la taille de la Terre et de la Lune, et d'y inclure la Grande Pyramide. Dessinons un cercle qui sera la Terre. Posons dessus un cercle plus petit aux proportions de la Lune. Dessinons la pyramide à l'échelle de la Terre et plaçons la base de celle-ci sur le diamètre de la Terre. Le sommet de la pyramide se place exactement au centre de la Lune. L'usage de la géométrie est partout présente depuis la nuit des temps, dans les espaces sacrés, dans les églises et les cathédrales, dans les temples grecs, les temples égyptiens et les pyramides, mais aussi dans l'implantation des mégalithes. La raison de ces choix se perd dans la nuit des temps. Et ma conviction profonde est que les anciens avaient compris que les lois de l'univers sont dictées par des principes simples, d'ordre mathématique, géométrique et numérique, et que cela constitue le langage de la nature, de l'univers, que nous appelons parfois Dieu. Tout cela suppose que ces peuples purent connaître la taille de la Terre, que les Égyptiens héritèrent de connaissances qui les ont précédés, et qui viendraient des peuples mégalithiques. Bien entendu, il y a tant de façons d'illustrer cela. L'on sait que les bâtisseurs mégalithiques employaient le yard mégalithique qui mesure 82,944 cm. Or, en Égypte aussi ce yard mégalithique fut employé. La distance qui sépare la Grande Pyramide de l'équateur mesure exactement 4 millions de yards mégalithiques. Ce n'est certainement pas une coïncidence.
Ces peuples furent vraisemblablement des observateurs très fins. Ils nous montrent qu'ils furent capables de concevoir de gigantesques plans avec une précision moderne. Tout indique que nous n'avons pas affaire à des tribus archaïques, mais bien à des peuples dotés d'une connaissance très fine du monde dans lequel ils vivaient. Ces peuples ont-ils pu comprendre des éléments clés de la structure, à l'apparence complexe de l'univers qui nous entoure? La taille de la Terre et de la Lune, les proportions entre ces deux astres, les relations entre l'espace et le temps, semblent faire partie des connaissances incroyables que ces peuples purent acquérir. Construire des espaces sacrés, que nous appelons temples, en respectant les lois harmonieuses de l'univers, semble avoir été une préoccupation majeure pour nos ancêtres. Il ne s'agissait pas de superstition, ni de croyance, mais bien d'une connaissance. Saurons-nous la retrouver? Merci, au revoir et à bientôt.